Look and Fin, c'est une plateforme d'intermédiation. Donc, c'est un peu le dilemme cornélien de l'œuf ou de la poule. C'est-à-dire que pour pouvoir séduire des entreprises et qu'elles viennent emprunter chez nous, il faut leur démontrer une capacité de financement. Mais pour avoir une capacité de financement, il faut avoir des prêteurs. Et donc, il faut avoir des chouettes dossiers et donc des chaussures en magasin. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast vidéocast proposé par Into the Minds. Mon invité d'aujourd'hui a le sourire aux lèvres et c'est un COO heureux, c'est Dominique de Look and Fin. Bonjour Dominique. Bonjour Pierre-Nicolas, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous, je sais que ton agenda est relativement serré, relativement plein. Et aujourd'hui, donc, on va parler de l'aventure entrepreneuriale de Look and Fin, une entreprise qui a démarré en Belgique, qui s'est étendue à l'international. Et comme tu le sais, le podcast est chapitré et je t'ai demandé, comme préparation ultime avant ce podcast, de réfléchir aux chiffres qui symbolisent le mieux la réussite de Look and Fin. Et tu as choisi 1,5 million d'euros levés en 19 secondes. Voilà, ça c'est magnifique. Et donc tout a été dans ta poche, rappelle-moi, ça s'est bien Exactement, passé comme ça. exactement, tout est pour nous. Donc rappelle-nous un petit peu d'où vient ce chiffre. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord 1,5 million d'euros levés en 19 secondes? Alors, peut-être je peux rappeler ce qu'on fait, comme ça va être parlant pour les auditeurs. Donc, nous sommes Look and Fin, une fintech spécialisée dans le crowdlending. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on permet aux particuliers de placer leur épargne en prêtant directement à des PME qui ont été sélectionnées, analysées et présentées sur la plateforme. On est aujourd'hui leader en Belgique, on est aussi actif en France et au Luxembourg. Et à date, on a structuré un peu plus de 140 millions d'euros en finançant un peu plus de 430 projets. Alors, ce chiffre, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce chiffre? C'est finalement parce qu'il témoigne de deux choses. La première, c'est une certaine capacité. Donc, finalement, lever 1,5 million d'euros, ça répond vraiment à un besoin. Et donc, ce n'est pas accessoire, on va dire, en termes de capacité de financement. Et l'autre côté, c'est l'adoption. Parce que, en fait, réussir à le lever aussi vite, ça veut dire que côté prêteur et donc côté investisseur, il y a aussi un réel intérêt. Donc, je trouvais que c'était un chiffre qui matchait bien la capacité et l'intérêt de l'autre côté, puisqu'on est une plateforme d'intermédiation. Finalement, c'est pas que nous qui finançons, mais des particuliers qui viennent sur la plateforme. Voilà, mais avec une très très bonne capacité à marketer toutes les opérations de prêt, de crowdlending. Je me souviens que à l'époque, enfin au tout début de Look and Fin, j'étais moi-même inscrit sur la plateforme. J'ai jamais réussi à faire un deal, sans doute parce que j'ai trop peur. Mais au moment où ça a décollé, il n'y avait même pas le temps de faire le deal, que tout l'argent était déjà levé. Donc c'était aussi une belle marque de succès. Et donc ça me fait une transition naturelle vers le prochain chapitre du podcast. C'est quoi la genèse de Look and Fin? Comment est-ce que l'idée t'est venue à toi et à ton associé de créer une plateforme de crowdlending? Alors, d'abord, je voudrais préciser quelque chose de très important. Alors, même si j'ai rejoint l'aventure très tôt, vers ses débuts, et que j'ai bien mouillé la chemise pour développer l'entreprise, il n'en reste pas moins que je fais pas partie des fondateurs. Donc, tout le mérite revient à deux personnes pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration, qui sont Frédéric Lévy-Morel, mon associé, et Olivier Bélanger de Epic Venture, qui était l'actionnaire historique de Look and Fin. Et donc, ce sont eux qui ont le mérite d'avoir créé l'entreprise. Alors, ça n'empêche pas que je peux en parler, donc je peux dire quel était justement le principe et le concept. Donc, leur idée de départ était, alors ça va être un peu pompeux, je vais l'expliquer juste après, mais de créer un marché obligataire pour sociétés non cotées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'était deux personnes qui venaient de la finance, donc d'où l'approche un peu, on va dire, technique, mais de manière plus simple, c'est finalement l'accès à des plus petites entreprises à de la dette mezzanine. Et qu'est-ce qu'on entend par dette mezzanine? Lorsque vous avez plusieurs possibilités d'emprunt, donc on parle toujours d'emprunt, on parle toujours de crédit ici, mais vous pouvez évidemment emprunter à la banque. Lorsque vous empruntez à la banque, il y a des garanties qui sont prises par la banque et c'est ce qu'on appelle de la dette senior. Mais ensuite, vous pouvez avoir tout simplement des crédits auprès d'autres entités, donc Look and Fin en fait partie, qui vont ne pas prendre de garantie et offrir un financement voilà, sans garantie, qui du coup a un taux un peu plus élevé. Et donc c'était ça l'idée, et c'était de permettre à ces PME un peu plus petites
d'accéder à ce type de prêt. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'offre à l'époque sur le marché, il y Non, avait il n'y a une pas. offre Et pour d'ailleurs, ces prêts, mais en dehors du crowdlending, il n'y en a toujours pas finalement. C'est-à-dire que alors pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? C'est parce que la mécanique pour analyser les dossiers est assez complexe, assez coûteuse, et l'approche artisanale est difficile à rentabiliser sur des petits paniers. Et donc c'est là que rentre tout l'aspect fintech, taylorisation, rationalisation, qui permet finalement de rendre le produit viable pour des paniers moyens plus faibles. Mais c'est un métier qui existe depuis la nuit des temps, mais seulement sur des paniers beaucoup plus élevés, où la plupart des médias vont travailler à partir de 5 millions d'euros, par exemple, en termes les de besoins. mezzaneurs. Voilà, on a Ouais, appris un pardon. nouveau mot, le mot mezzaneur. Excusez-moi. C'est toi qui reprochais à tes deux associés d'utiliser des mots Oui, pompeux, pardon. alors je suis... Ça déteint pour moi, ça déteint sur moi, pardon. Alors une fois que cette idée est là, et donc l'idée elle est sans doute bonne, en tout cas il y a un trou sur le marché, hein, tout ce qui est en dessous de 5 millions, il n'y a pas forcément d'offres. Comment est-ce que l'idée de business a pu être validée avant de lancer l'entreprise? Alors finalement, un peu comme dans pas mal de métiers, en règle générale, enfin, ou pas mal d'entreprises, on arrive avec une idée, on se dit qu'on a l'idée unique et c'est la meilleure. Et en fait, si on regarde un peu autour, on s'aperçoit, et souvent c'est dans les pays anglo-saxons, euh, que l'idée en fait existe de manière directe ou indirecte. Et en fait, c'était un peu le cas, c'est-à-dire qu'il y avait des acteurs comme Lending Club par exemple, qui étaient aussi en train de se développer à ce moment-là de manière très forte avec une très belle traction. Et donc cette validation a pu se faire un peu en regardant les comparables, en se disant oui, il y a un besoin, même si évidemment il faut après ramener ça à un marché qui est un peu différent, des taux qui sont différents, des appétits au risque qui sont différents, mais il y a déjà une conviction comme quoi l'idée, l'idée peut fonctionner. Alors attention, ça peut être aussi un biais de confirmation, donc C'est généralement, vrai, c'est vrai, tout à fait, fait. Il y a toujours un hein, risque. il y a toujours un risque. Mais en tout cas, vous vous lancez à l'époque. Et comment se passe le démarrage de l'entreprise, les premiers dossiers que vous faites en 2000, c'est en 2012, c'est En juste que 2012, tout à l'entreprise... fait. Ouais, Et juin 2012. comment ça se passe? Comment est-ce qu'on arrive à convaincre en fait les premières entreprises euh, que le modèle en fait peut leur convenir? Alors c'est très très dur. Pourquoi c'est très très dur? Parce que si je compare à mes aventures passées, par exemple dans l'e-commerce, vous voulez percer, évidemment vous n'avez pas de moyens au début. Bon bah je vends des produits, je mets les chaussures en magasin, je les mets à un prix à cost, et puis il y a des gens qui vont être attirés par le prix. Ici, Look and Fin, c'est une plateforme d'intermédiation. Donc c'est un peu le dilemme cornélien de l'œuf ou de la poule. C'est-à-dire que pour pouvoir séduire des entreprises et qu'elles viennent emprunter chez nous, il faut leur démontrer une capacité de financement. Mais pour avoir une capacité de financement, il faut avoir des prêteurs. Et donc, il faut avoir des chouettes dossiers et donc des chaussures en magasin. Et donc, en fait, c'est amorcer la pompe est très, très difficile, surtout si on s'adresse, comme le fait Look and Fin, au retail, donc aux particuliers. Évidemment, si on a structuré un fonds d'investissement et qu'on investit au travers du fonds, on a à ce moment-là la capacité d'investissement. Mais l'approche de Look and Fin était vraiment de permettre aux particuliers d'investir directement. Et alors, D'accord. du coup, comment ça se passe? Eh bien, les premiers dossiers de Look and Fin, finalement, ressemblent beaucoup plus à un roadshow où on va dans des petits cercles d'investisseurs, vendre la bonne parole, expliquer le produit, et expliquer même le dossier en cours. Et on récolte comme ça les premières années d'intérêt. Donc, on est très, très loin de la façade fintech avec le site web qui fait tout, voilà, et on investit en un clic, ce qui se passe évidemment aujourd'hui, mais pas du tout au début. Et puis petit à petit, on construit un signe de notoriété. Alors l'avantage, c'est que c'est quand même un métier entre guillemets de repeat buying, c'est-à-dire que des investisseurs satisfaits sur un dossier qui voient leur mensualité revenir ont tendance à revenir sur la plateforme parce que les taux d'intérêt qui sont proposés sont quand même assez intéressants. Donc lorsque la version risque est passée, il y a un fort envie de revenir et de Bon, réinvestir. raconte-nous le premier dossier. Alors, c'était qui le tout premier dossier? Alors, un des premiers dossiers, à mon avis, qui est assez mémorable, c'est le Saint-Olay. C'est, à mon avis, une chance pour Look and Fin. Le Saint-Olay, qui est une boulangerie assez reconnue à Bruxelles, donc dans un chouette quartier, et qui donc a bien voulu jouer le jeu, et qui, par chance, évidemment, avait une chouette reconnaissance locale, et qui nous a finalement amené aussi une capacité de prêt, puisqu'il y avait une reconnaissance de l'enseigne, en tout cas localement, et qui donnait confiance finalement au projet et donc à la plateforme. Voilà.
Et donc après, les dossiers se sont Alors, enchaînés. ouais, alors évidemment, ensuite, une fois qu'on a un début, un amorçage de capacité de financement, il s'agit d'aller chercher des projets, récupérer des projets. Alors ça a été assez linéaire comme croissance. Il faut savoir que Look and Feel a fait 100% de croissance depuis ses débuts, quasiment tous les ans. Ah ouais, c'est Et, linéaire. Là, je suis un peu déçu. Je pensais mais 100%. C'est... Mais alors avec plus ou moins de moyens, hein. C'est-à-dire qu'au début, quand on part de zéro, c'est facile de faire une croissance de 100%. Ensuite, il faut lever un peu de fonds. Je pourrais raconter un peu cette histoire-là aussi. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'on a fait cette croissance finalement quasiment sans budget marketing, ou très très peu. Parce qu'en fait, la croissance reposait plus sur le bouche à oreille. C'est-à-dire que la bonne exécution, et on se repassait Look and Feel un peu comme le bon plan, que ce soit d'ailleurs emprunteur ou prêteur. Voilà, et donc c'était assez chouette et c'est très plaisant d'avoir une croissance bâtie là-dessus parce que ce sont des chouettes fondamentaux. Ouais, parce que du repeat buying, c'est ce dont tout le monde rêve. Hein. Tout le monde veut de la fidélisation, des clients qui Tout rachètent. à fait. Et c'est vrai que là, quand on est satisfait, qu'on voit l'argent rentrer, ben, on se dit qu'on peut de Mais nouveau prêter. ça reste balèze, hein, parce qu'un prêteur arrive, mais il doit en ramener d'autres pour pouvoir prêter les dossiers suivants, puisqu'on veut prêter plus. Donc il faut toujours augmenter sa base de prêteurs. Et le repeat buying sur l'emprunteur existe, mais le cycle est long, hein, parce que il faut déjà commencer à rembourser le premier prêt, etc., avant d'arriver au suivant. Donc le bouche à oreille, le referral est vraiment chouette, mais c'est quand même pas un business de full repeat buying où on a finalement closé un client et on est sûr que sur la lifetime, il va revenir tout le temps. Mais voilà, c'est Alors, comme des chouettes problématiques. alors avec une croissance de 100% chaque année depuis la création, euh, ben ma prochaine question, elle tombe un peu à l'eau. C'est quand le décollage, en fait? C'est à partir de quand est-ce qu'on sent une inflexion dans la courbe et vraiment une traction supérieure à ce qu'on avait connu les années précédentes? Mais en fait, je qualifierais pas par le décollage par la croissance, même si en fait, derrière des pourcentages de croissance, finalement, c'est les millions d'euros qu'il faut aligner derrière et donc la capacité. Et donc, je traduirais plutôt le décollage par la structuration de l'entreprise. C'est-à-dire que au début, il est facile d'absorber la croissance avec une approche très artisanale. Mais il y a un moment où il faut réussir à vraiment structurer l'entreprise et puis repenser un peu les process parce que, mais pour vous donner une idée, cette année, on a franchi la barre des 100 000 prêts. Donc il y a 100 000 prêteurs qui ont 100 000 contrats de prêts individuels auxquels il faut veiller au bon remboursement, etc. Et chaque mois, c'est un travail à faire quasiment chaque mois. Alors certains sont évidemment arrivés à échéance entre-temps, mais ça donne une idée de la volumétrie. Donc il faut être capable de vraiment structurer l'entreprise. Pareil, je radote un peu, je vais peut-être rapprocher ça de mes métiers passés dans l'e-commerce. Mon métier, c'était en fait de pousser un maximum de cartons avec un minimum d'effet Joule. Et alors, c'était des ordinateurs à l'époque, puis de la pièce automobile. Mais finalement, ici, en arrivant chez Look and Feel, je me suis dit, mais chouette, j'aurais pas cette problématique, mais finalement, c'est exactement la même. On pousse des chiffres et finalement des virements, mais ça revient à la même chose. Il faut être super efficace. Et pour réussir à sortir cette rentabilité, justement, il faut avoir des process très, très lean. Voilà, il faut de l'automatisation, de la semi-automatisation pour scaler. Ça me rappelle un autre podcast que j'ai fait avec Isabelle Andrieux, on la salue si elle nous écoute. Elle aussi a fait une belle croissance à 30% chaque année pendant 20 ans et elle m'expliquait que son secret à elle et à son mari, Marco, qu'on salue également, c'était cette capacité à gagner toujours en efficacité chaque année pour servir plus de clients avec un effort constant ou un effort qui diminue. Donc, sachant tout ça, sachant que voilà, l'entreprise continue à grandir, vous êtes en France, vous êtes aussi un petit peu au Luxembourg et bien entendu en Belgique. C'est quoi le futur de Look and Feel si on se recroise dans 2 ans, dans 3 ans, à quoi est-ce que je peux m'attendre? Alors, la première ambition, et pas des moindres, c'est de maintenir ce taux de croissance, parce qu'encore une fois, il est pas vraiment acquis. Alors cette année, on l'a un peu surperformé, on a fait 120% de croissance. Néanmoins, alors quand je disais 100% de croissance tous les ans, j'ai mis entre parenthèses l'année Covid où on a déjà réussi à maintenir le même volume que l'année passée, sachant qu'évidemment, en voyant ce qui se passe, il y a quand même une réflexion en termes d'allocation de risque qui se passe à ce moment-là, et on est plutôt à faire du portfolio management qu'à vraiment chercher
des nouveaux dossiers. Il faut savoir que Look & Fin a eu la chance de vraiment passer au travers de cette crise au niveau du portefeuille de dossiers de manière très très positive, et donc on a eu vraiment très très peu de défauts à déplorer, donc c'est vraiment super, et c'est chouette, un chouette signe aussi pour l'économie belge. Et donc on voudrait par exemple pour cette année maintenir la croissance, donc on ambitionne pour 2022 100 millions d'euros de financement. On souhaite évidemment prendre un agrément européen et ouvrir de nouveaux pays avec un premier pays dès cette année. Alors, est-ce que la situation monétaire actuelle n'est pas à la fin un booster? On a quand même un resserrement de la masse monétaire en circulation, rachat des dettes, la BCE qui aussi va diminuer son programme de rachat d'actifs, comme la Fed l'a déjà annoncé. Donc, sans doute que le crédit, en particulier, mais aussi aux entreprises, va se tarir. Est-ce que c'est pas un bon levier de croissance pour Look & Fin? Alors, clairement, alors il y a deux choses. Il y a évidemment le tarissement des financements. Il faut savoir que, par exemple, le Covid nous a quand même permis de développer un nouveau produit en partenariat avec les régions, parce qu'ils avaient des produits qui étaient développés, mais qui n'étaient pas utilisés, qui étaient justement, qui avaient pour vocation de permettre aux entreprises d'emprunter pour pas cher et aux prêteurs de créer la rentabilité sur du crédit d'impôt. Mais par exemple, en Wallonie, la mesure existait, mais était utilisée de manière vraiment complètement anecdotique. Et nous, en discutant avec les régions, on a réussi à s'approprier finalement ce produit, pouvoir le distribuer. Et ainsi, on arrivait à offrir aux entreprises de la dette toujours senior, c'est-à-dire enfin junior, pardon, et donc qui permettait en fait aux entreprises de ne pas donner de garantie, parce que c'est ce qui est réclamé, et de garder les garanties pour la banque et pour continuer à maintenir cette capacité d'endettement. Donc on voit ici qu'il y a des opportunités qui sont créées. L'autre aspect, c'est peut-être, derrière ta question, c'est la remontée des taux. Alors est-ce que la remontée des taux est une opportunité ou est une menace? Alors sachant qu'on est une plateforme d'intermédiation, finalement, c'est reflété. Mais donc c'est poche gauche, poche droite. Mais lorsqu'on regarde un peu l'historique, on voit qu'il y a une inertie finalement côté épargne. C'est-à-dire qu'on a plutôt le sentiment que les taux commencent à remonter côté emprunteur avant de remonter côté prêteur. Et comme le bottleneck essentiel de Look & Fin est aussi souvent pour sourcer les bons dossiers et trouver les bons dossiers, eh bien c'est plutôt une opportunité dans notre cas. La perspective de remonter les taux. Ouais, puis je pense aussi que le fait qu'il y ait plus d'inflation, ça va dégager sans doute des opportunités, ou en tout cas plus d'attention de la part de certains consommateurs, de certains privés pour investir un capital qui, s'il dort, en fait, va se déprécier dans les mois et dans les années qui viennent. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, que de perspectives brillantes pour Look & Fin qu'on va continuer à suivre, et je te réinviterai, toi ou un de tes associés, pour refaire le point sans doute dans un an. Merci beaucoup, Dominique, pour ton temps, et puis à bientôt. Et je voulais peut-être ajouter une petite chose, Pierre-Nicolas. En préparant ce podcast, justement, je me suis intéressé aux précédents invités. Je voulais juste dire que en regardant ces podcasts, je suis déjà devenu client de 2 des enseignes que tu avais reçues. Donc, je veux saluer le travail que tu faisais, la sélection, c'était très, très intéressant. Merci. Alors on les cite. De qui es-tu devenu client? Alors, je suis devenu client pour mes enfants en cavale. En cavale. Astrid, on te salue, on t'adore. Exactement. J'attends avec impatience les premiers kits. Et je suis devenu client de Mendy. Ça m'a beaucoup intrigué. Exact. Et donc, je suis devenu client de Mendy. Voilà. Eh ben, écoute, tu me diras si ça fonctionne, comment ça fonctionne. J'ai eu beaucoup de plaisir à recevoir son fondateur à l'époque. C'était d'ailleurs le premier podcast vidéo qu'on a fait. Donc j'ai vu, c'est comme ça que j'ai regardé. J'ai regardé le premier, le dernier, donc je me suis dit, voilà, j'ai vu l'évolution. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Pierre-Nicolas. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.